Elle s'enfuit, le cœur battant la chamade, n'emportant rien d'autre que la peur qui lui glaçait les sangs. Ce qu'elle allait découvrir au cœur de la forêt changerait son destin à jamais. Mais que se passe-t-il lorsque les mensonges d'un père déclenchent une traque capable d'anéantir tout un peuple? Nous étions en 1876, et la frontière de l'Ouest demeurait une terre sauvage, un lieu de réalité brutale et indomptée. Élise Mercier, 10 ans, se tenait à la fenêtre de la modeste cabane familiale en périphérie de Ruisseau-Vert, scrutant l'horizon avec inquiétude. Son père ne tarderait pas à rentrer, et cette simple pensée lui tordait l'estomac. Jacques Mercier n'était plus le même homme depuis que la mère d'Élise avait succombé aux fièvres 2 hivers auparavant. Autrefois doux et bienveillant, le chagrin l'avait transformé en un étranger qu'Élise peinait à reconnaître. L'eau-de-vie n'avait fait qu'aggraver les choses. Lorsqu'il buvait, sa colère s'embrasait comme un feu de broussailles, et la fillette avait appris à se faire invisible lors de ces moments-là. Machinalement, ses doigts effleurèrent l'échymose qui s'estompait sur son avant-bras. La semaine précédente, son père l'avait saisie brutalement alors qu'elle avait malencontreusement laissé échapper l'une de leurs rares assiettes. Ses yeux étaient hagards, fous, tandis qu'il hurlait contre sa maladresse. Plus tard, il s'était excusé les larmes aux yeux, jurant que cela ne se reproduirait plus. Mais de telles promesses, il en avait déjà fait tant d'autres. « Élise » appela une voix familière. « Pourrais-tu venir m'aider un instant, ma petite ?» Élise se précipita dehors vers la cabane voisine, où la vieille Madame Lefèvre l'attendait, un panier rempli de baies fraîchement cueillies au bras. « Je me suis dit que tu aimerais peut-être m'aider à préparer des conserves ?» proposa la vieille dame avec un sourire bienveillant. « Et peut-être en rapporter un peu pour toi et ton père. » Madame Lefèvre savait. Élise le lisait dans son regard. C'était cette même expression, mêlée de pitié et d'impuissance, qu'elle voyait chez les autres habitants du bourg. Tout le monde savait, mais personne ne savait comment agir. Jacques avait été respecté autrefois, et les gens se souvenaient encore de l'homme qu'il avait été. « Il va mieux, Madame Lefèvre, mentit Élise, ne voulant pas accabler cette bonne âme avec ses tourments. « Vraiment ? Eh bien, c'est une bonne nouvelle, répondit la voisine, bien que ses yeux trahissent son incrédulité. Tu sais que ma porte t'est toujours ouverte, Élise, de jour comme de nuit. » Tandis qu'Élise l'aidait à préparer les confitures, son esprit vagabonda vers les histoires que sa mère lui racontait jadis sur le peuple des montagnes. Des récits de guerriers vaillants et de sages anciens vivant en harmonie avec la terre. Parfois, Élise les apercevait au loin, venant faire du troc avec les colons. Sa mère en avait toujours parlé avec respect, contrairement à la plupart des villageois qui les regardaient avec suspicion et crainte. « Madame Lefèvre » demanda Élise avec hésitation. « Savez-vous grand-chose sur les Indiens des montagnes ?» Les mains de la vieille dame se figèrent un instant. « Tu parles de la tribu des ombres ?» Ils restent entre eux la plupart du temps, bien qu'ils descendent parfois pour commercer. Pourquoi cette question ? Élise haussa les épaules. Par curiosité, maman me racontait des histoires. Ta mère était une femme de bien, dit doucement Madame Lefèvre. Elle voyait les gens pour ce qu'ils étaient, pas pour ce que les autres en disaient. En fin d'après-midi, Élise fit ses adieux à contre-cœur et rentra chez elle, un pot de confiture serré contre sa poitrine. En approchant de la cabane, elle vit le cheval de son père attaché à la barrière et son cœur sombra. Il était rentré plus tôt que prévu. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. L'odeur âcre de l'alcool la frappa de plein fouet. Son père était assis à table, une bouteille à moitié vide devant lui, le regard vitreux et injecté de sang. « Où étais-tu » exigea-t-il, les mots s'empâtant dans sa bouche. « Chez Madame Lefèvre, répondit Élise en levant le bocal. Elle m'a demandé de l'aider pour ses conserves. J'en ai rapporté pour nous. Un instant, une lueur de douceur traversa le visage de Jacques. L'ombre du père dont elle se souvenait. Mais son expression se durcit aussitôt. « Tu aurais dû être ici à préparer le dîner, marmonna-t-il, pas à perdre ton temps avec les sottises de cette vieille femme. » Élise se dirigea précipitamment vers le coin cuisine. « Je commence le repas tout de suite, papa, ce ne sera pas long. »
Tandis qu'elle s'activait, elle sentait le regard de son père peser sur son dos, son humeur aussi instable que des sables mouvants. Elle essayait de se déplacer sans bruit, efficacement, pour ne pas le provoquer. Mais alors qu'elle tendait la main vers une marmite, son coude heurta une tasse qui s'écrasa au sol avec fracas. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. « Tu ne sais donc rien faire correctement ?» La voix de Jacques était dangereusement basse alors qu'il se levait, vacillant légèrement. « Tout comme ta mère, toujours maladroite, toujours à tout casser. » Élise recula, le cœur au bord des lèvres. « Je suis désolé, papa, je vais ramasser, pardon. »« On ne répare pas ce qui est brisé, » grogna-t-il en s'avançant vers elle. « Il semblerait que tu aies besoin d'une leçon pour apprendre à prendre soin du peu qu'il nous reste. » Alors qu'il levait la main, Élise prit une décision qui germait en elle depuis des mois. Elle esquiva son bras, se glissa sous sa garde et se rua vers la porte, dépassant le cheval pour s'engouffrer dans la pénombre grandissante. Derrière elle, elle entendait les cris de son père s'estomper à mesure qu'elle fuyait vers la forêt dense qui bordait leur propriété. Élise courut jusqu'à ce que ses poumons la brûlent et que ses jambes menacent de se dérober sous elle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'arrêta, haletante, les larmes ruisselant sur son visage. En se retournant, elle ne voyait plus la cabane, seulement la silhouette sombre des arbres se découpant sur le ciel crépusculaire. Elle était seule dans l'immensité sauvage, et la nuit tombait vite. Mais pour la première fois depuis longtemps, Élise ressentit quelque chose d'inattendu, le soulagement. La forêt semblait se refermer sur elle. À mesure que les ténèbres s'installaient, le paysage familier se transformait en un monde étranger et intimidant. Des bruits qui seraient passés inaperçus en plein jour, le bruissement des feuilles, le craquement d'une brindille, les appels lointains des créatures nocturnes, lui donnaient désormais des frissons. Pourtant, même si la peur lui étreignait le cœur, le souvenir des yeux de son père, emplis de rage, la poussait à avancer. « Je ne peux pas retourner là-bas », chuchota-t-elle pour elle-même, sa voix minuscule face à l'immensité de la nature. « Pas ce soir. » Élise ne s'était jamais aventurée aussi loin, seule dans les bois. Sa mère lui avait appris à respecter la forêt, sa beauté comme ses dangers. Pumas, ours et loups considéraient ces montagnes comme leur territoire. Et alors que la température commençait à chuter, Élise réalisa qu'elle faisait face à une autre menace. Le printemps tardif dans les hauteurs pouvait encore apporter des nuits glaciales. Elle se serra dans ses bras, regrettant de ne pas avoir eu la présence d'esprit d'attraper son châle avant de s'enfuir. La fine robe de coton qu'elle portait n'offrait que peu de protection contre l'air de plus en plus mordant. Élise savait qu'elle devait trouver un refuge, mais dans l'obscurité grandissante, s'orienter devenait une épreuve impossible. Un craquement sec retentit tout près, et elle se figea, le sang glacé dans les veines. Son cœur martelait ses côtes alors qu'elle s'efforçait de percer les ténèbres du regard. Était-ce son père? Était-il venu la chercher? Ou bien était-ce autre chose, une créature faite de crocs et de griffes? « Il y a quelqu'un ?» lança-t-elle d'une voix tremblante, regrettant aussitôt d'avoir trahi sa position. Aucune réponse ne vint, mais Élise sentait une présence. Cette sensation lui parcourait l'échine comme un frisson glacé. Lentement, elle pivota sur elle-même, scrutant les ombres entre les troncs massifs. « Je sais que vous êtes là, » insista-t-elle, tentant de masquer sa terreur. « S'il vous plaît, je ne veux aucun mal. » Une silhouette émergea de derrière un grand pin, immense et imposante dans la pénombre. Le souffle d'Élise se bloqua dans sa gorge. C'était un homme, mais ce n'était pas son père. Alors qu'il s'approchait, le clair de lune révéla sa peau cuivrée et sa longue chevelure noire, ornée d'une unique plume d'aigle. Il portait des jambières en peau de daim et une tunique à franges. Son visage était marqué par des lignes qui racontaient autant la sagesse que les épreuves. Il était l'un de ces hommes de la tribu des ombres dont sa mère lui avait parlé. L'homme considéra Élise avec une curiosité silencieuse. Petite fille au visage pâle, bien loin de son foyer, dit-il dans un français accentué mais clair. Ces bois ne sont pas sûrs la nuit. Élise déglutit difficilement. Je devais partir.
Je ne pouvais plus rester. L'homme étudia son visage, son expression indéchiffrable. Puis son regard tomba sur le bras d'Élise, là où la manche de sa robe était remontée, dévoilant la zéchymose laissée par la poigne de son père. Une lueur de compréhension s'alluma dans ses yeux sombres. « Qui a fait cela ?» demanda-t-il, la voix soudain plus douce. Élise baissa les yeux, la honte la submergeant. « Mon père, il boit, et alors la colère le prend. » L'homme garda le silence un long moment. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était empreinte d'une fermeté résolue. « Je me nomme Faucon Vif. Le campement de mon peuple n'est pas loin. Tu viens avec moi ce soir. Demain, nous déciderons de ce qu'il convient de faire. » Élise hésita. Tout ce qu'elle avait entendu au village sur les sauvages lui dictait de fuir. Mais sa mère lui avait enseigné autre chose, et une lueur dans le regard de Faucon Vif lui disait qu'elle ne risquait rien avec lui. « Votre peuple, cela ne les dérangera pas ?» demanda-t-elle doucement. Un léger sourire effleura les lèvres du guerrier. « Ma mère, chant d'oiseau, dit toujours que notre loge a de la place pour ceux qui sont dans le besoin. Viens maintenant, petite. » La nuit se rafraîchit. Faucon Vif fit volte-face et s'enfonça plus profondément dans la forêt. Après un instant d'hésitation, Élise lui emboîta le pas. Ils marchèrent en silence, l'homme se mouvant avec une aisance naturelle à travers l'obscurité, tandis qu'Élise trébuchait parfois sur des racines invisibles. Lorsqu'elle traînait, Faucon Vif s'arrêtait, attendant patiemment, sans un mot de reproche. Après ce qui sembla être des heures pour les jambes lasses d'Élise, ils franchirent une crête et elle aperçut la lueur de feux de camp dans une clairière en contrebas. Plusieurs tipis formaient un cercle lâche, leurs formes coniques se découpant sur le ciel étoilé. Des silhouettes s'affairaient entre les feux et le murmure de conversations tranquilles, ponctuées de rires occasionnels, montait jusqu'à eux. « Mon peuple » dit simplement Faucon Vif. Puis, remarquant l'appréhension de la fillette, il ajouta « N'aie crainte, tu es sous ma protection désormais. » Alors qu'ils descendaient vers le campement, les conversations s'estompèrent et des regards curieux se tournèrent vers eux. Élise se sentit minuscule sous ses yeux inquisiteurs, se rapprochant instinctivement de Faucon Vif. Une femme âgée sortit de l'un des plus grands tipis, ses cheveux striés d'argent tressés avec des perles colorées. Elle s'approcha d'eux, le visage interrogateur. Faucon Vif lui parla dans leur langue natale, désignant parfois Élise d'un geste. Le regard de la femme s'adoucit à mesure qu'elle écoutait. Lorsque le guerrier eut terminé, elle s'agenouilla à la hauteur d'Élise. « Je suis chant d'oiseau, dit-elle, dans une langue plus hésitante que celle de son fils. Faucon Vif dit que tu as besoin d'un endroit sûr pour la nuit. Tu es la bienvenue dans notre loge. » La bonté dans les yeux de la vieille femme fit monter des larmes inattendues aux yeux d'Élise. Elle parvint à hocher la tête pour remercier, soudainement écrasée par l'épuisement et le poids émotionnel de la journée. Chant d'oiseau sembla comprendre. Elle se releva et prit la main d'Élise, la guidant vers le tipi d'où elle avait émergé. À l'intérieur, un petit feu brûlait dans une fosse centrale, projetant une lueur chaleureuse sur les parois. Des fourrures et des couvertures tissées bordaient l'espace et divers objets pendaient aux poteaux de soutien. « Mange, puis dors », ordonna doucement Chant d'oiseau en invitant Élise à s'asseoir sur une peau de bête moelleuse près du feu. « Demain sera le temps des questions. Cette nuit est pour le repos. » Elle apporta à Élise un bol en bois rempli d'un ragoût consistant de viande et de légumes sauvages. L'arôme savoureux fit réaliser à la fillette à quel point elle était affamée. Tandis qu'elle mangeait, Faucon Vif entra dans le tipi et s'entretint à voix basse avec sa mère. Élise saisit quelques bribes. « Le père de la fille » entendit-elle. « Un homme qui frappe son enfant n'est pas un homme. » Chant d'oiseau hocha la tête avec gravité. « Les esprits t'ont guidé pour la trouver. Elle est sous notre garde maintenant. » Une fois qu'Élise eut terminé son repas, la vieille femme lui montra où elle pouvait dormir. Un lit confortable de fourrure près de la chaleur du foyer. Malgré l'étrangeté des lieux, la chaleur ambiante et le sentiment de sécurité bercèrent rapidement Élise vers le sommeil.
Alors que ses paupières s'alourdissaient, elle entendit Faucon Vif parler une dernière fois. « Repose-toi bien, petite, murmura-t-il. Aucun mal ne t'atteindra ici. » Pour la première fois depuis des mois, Élise crut que ces mots pouvaient être vrais. Le matin arriva avec le chant mélodieux des oiseaux et le doux bruissement de l'activité du camp. Élise s'éveilla désorientée, oubliant un instant où elle se trouvait, jusqu'à ce que les événements de la veille lui reviennent en mémoire. Elle se redressa, constatant qu'elle était seule dans le tipi, le feu réduit à quelques braises rougeoyantes. Écartant la peau qui servait de porte, Élise sortit dans l'air vif du matin. Le campement des ombres bourdonnait de vie. Des femmes s'occupaient des feux de cuisine ou travaillaient à l'artisanat. Des enfants jouaient non loin et des hommes préparaient leurs armes pour la chasse ou discutaient en petits groupes. Plusieurs personnes jetèrent un coup d'œil dans sa direction, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. « Tu as dormi longtemps ?» fit la voix de Faucon Vif derrière elle. « Le soleil est déjà haut ?» Élise se retourna pour le trouver, tendant une coupe en bois remplie d'eau. Elle l'accepta avec gratitude, réalisant soudain sa soif. « Merci, » dit-elle après avoir bu longuement. « Pour tout. » Faucon Vif acquiesça d'un signe de tête. « Chant d'oiseau a préparé le repas. Ensuite, nous devrons discuter de ce qui nous attend. » Alors qu'il s'approchait du foyer où s'affairait la vieille femme, Élise remarqua un groupe de guerriers revenant au camp. Leurs visages étaient fermés, graves, et ils échangeaient à voix basse avec une urgence palpable. Faucon Vif partit immédiatement à leur rencontre, écoutant avec attention leurs rapports. Chant d'oiseau fit signe à Élise de s'asseoir près d'elle. « Mange, » dit-elle en lui tendant une galette de maïs garnie de baies sauvages. « Tu as besoin de force. » Élise accepta la nourriture, mais son regard ne pouvait se détacher de Faucon Vif et des hommes. Leur conversation semblait intense, ponctuée de coups d'œil furtifs dans sa direction. « De quoi parle-t-il » demanda-t-elle, l'angoisse nouant sa gorge. La vieille femme soupira profondément. « Ils sont allés en éclaireur près des terres des colons. Ton père te cherche, accompagné d'autres hommes. Ils portent des fusils et leurs paroles sont chargées de colère. » L'estomac d'Élise se tordit. « Il me cherche avec une milice ?» ?»« Oui. Faucon Vif dit que ton père raconte à qui veut l'entendre que tu as été enlevé par notre peuple. » L'injustice de cette accusation brûla la poitrine d'Élise. « Ce n'est pas vrai, je me suis enfui parce que… » « Nous le savons, enfant, » l'interrompit doucement Chant d'oiseau. « Mais les colons, eux, croient ce qui les arrange à notre sujet. » Faucon Vif revint vers elle, l'air soucieux. « La situation est périlleuse, » annonça-t-il. « Certains hommes dans le groupe de ton père parlent de vengeance. Ils cherchent depuis longtemps un prétexte pour nous chasser de ces terrains de chasse. »« Que pouvons-nous faire ?» demanda Élise, la voix tremblante de culpabilité. « C'est de ma faute. » « Non, trancha Faucon Vif avec fermeté. La faute incombe à ceux qui choisissent la haine et la violence. Mais nous devons décider rapidement de la marche à suivre. » Un homme âgé, au visage sillonné de rides profondes et portant une coiffe élaborée, les rejoignit. Faucon Vif inclina la tête avec respect. « Voici Grand Wapiti, notre chef, » expliqua-t-il à Élise. « Il souhaite te parler. » Le chef étudia Élise de ses yeux perçants avant de s'exprimer dans sa langue natale. Faucon Vif traduisit. « Il demande si tu souhaites retourner auprès de ton père. » Le cœur d'Élise s'emballa à cette seule pensée. « J'ai peur de lui, » admit-elle, « mais je ne veux pas que quelqu'un soit blessé à cause de moi. » Après que Faucon Vif eut traduit ces paroles, Grand Wapiti hocha la tête pensivement et reprit la parole longuement. Le chef dit que ce conflit couvait bien avant ta venue, traduisit le guerrier. Les colons repoussent les frontières de nos accords depuis de nombreuses saisons. La troupe de ton père n'est que l'étincelle sur un brasier déjà prêt à s'enflammer. Grand Wapiti poursuivit, geste large vers les montagnes au nord. Il dit « Nous prévoyons de déplacer le camp plus profondément dans les montagnes bientôt, loin des hommes pâles. Nous partirons aujourd'hui au lieu de la semaine prochaine. Tu peux venir avec nous si tel est ton souhait. » Élise se sentit tiraillée. Une part d'elle aspirait à la sécurité que ces gens bienveillants lui offraient, mais une autre redoutait les conséquences d'une disparition totale.
Et Madame Lefebvre demanda-t-elle. Elle va s'inquiéter pour moi. Et si tout le monde pense que votre peuple m'a enlevé? Faucon-Vif réfléchit un instant. Il y a peut-être une autre voie. Je pourrais te conduire au comptoir commercial de Fort-Saint-Louis. Il y a un homme là-bas, Thomas Guillaume, qui a toujours commercé honnêtement avec nous. Sa femme est une âme charitable. Il pourrait te donner asile jusqu'à ce qu'une meilleure solution soit trouvée. Grand Wapiti et Faucon-Vif échangèrent encore quelques mots, semblant parfois en désaccord, mais finalement, le chef acquiesça. « C'est décidé, dit Faucon-Vif. Je t'emmènerai chez les Guillaume au comptoir. S'ils ne peuvent pas t'aider, tu pourras toujours rejoindre notre peuple lors de notre migration vers le nord. » Quand partons-nous? Bientôt. Les hommes de ton père sont encore loin, mais nous ne devons pas traîner. Alors que le camp s'animait pour les préparatifs du départ, Chandoiseau aida Élise à se débarbouiller et démêla ses cheveux avec des gestes maternels. « Mon fils est un homme bon, dit-elle tout en travaillant. Un guerrier fort, mais au cœur tendre. Il te gardera en sécurité. » « Pourquoi m'aide-t-il ? demanda Élise. « La plupart des gens de ma ville traitent votre peuple avec mépris. » Chandoiseau eut un sourire triste. Il y a de nombreuses lunes, Faucon-Vif avait une fille, à peu près de ton âge. La maladie est venue sur notre camp. Beaucoup sont morts, y compris sa femme et son enfant. Depuis lors, son cœur garde une place spéciale pour les enfants en danger. Cette révélation fit voir le guerrier sous un jour nouveau à Élise. Elle l'observa alors qu'il préparait efficacement leur voyage, parlant à divers membres de la tribu, ses mouvements précis et calmes. En moins d'une heure, Faucon-Vif revint avec un petit poney robuste. « Voici Danseuse d'étoiles, dit-il en tapotant l'encolure de l'animal. Elle te portera. »« Et vous ? » ?»« Je marcherai à tes côtés. Ce n'est pas loin jusqu'au comptoir, mais nous devrons être prudents pour éviter les patrouilles. » Chandoiseau s'approcha avec un petit paquet enveloppé de cuir. « Nourriture pour le voyage, » expliqua-t-elle en le tendant à son fils. Puis elle se tourna vers Élise et passa un petit sac orné de perles autour de son cou. « Protection, » dit-elle simplement. « Souviens-toi de nous. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Merci pour tout. » La vieille femme l'étreignit brièvement. « Que les esprits veillent sur toi, petite. » Faucon-Vif aida Élise à monter sur le dos du poney et arrima les vivres derrière elle. Après de derniers adieux aux siens, ils se mirent en route, cap vers l'est à travers la forêt, tandis que le reste de la tribu se préparait à disparaître vers le nord. Ils voyagèrent dans un silence complice, Faucon-Vif pointant parfois des traces d'animaux ou identifiant des oiseaux par leur chant. Malgré les circonstances, Élise se surprit à apprécier le voyage et la compagnie tranquille de son guide. « C'est encore loin, le comptoir ?» finit-elle par demander. « Nous y serons au coucher du soleil si nous gardons ce rythme, » répondit le guerrier. Thomas Guillaume est un homme droit. Mais tous au comptoir ne partagent pas ses sentiments envers mon peuple. Quand nous arriverons, tu devras parler pour nous deux. La responsabilité pesa soudain sur les frêles épaules d'Élise, mais elle hocha la tête avec détermination. « Je leur dirai la vérité, que vous m'avez sauvé et protégé. » L'expression de Faucon-Vif s'adoucit imperceptiblement. « La vérité est une bonne chose, mais parfois les hommes n'entendent que ce qu'ils s'attendent à entendre. Nous devrons être prudents. » Au fil de la journée, la vigilance de Faucon-Vif s'accrut. Il s'arrêtait fréquemment, l'oreille tendue, ou scrutait le sol avec une attention minérale. Lors d'une de ces haltes, son corps se raidit imperceptiblement. « Des cavaliers, souffla-t-il, ils viennent par ici. » Le cœur d'Élise s'emballa dans sa poitrine. « Est-ce mon père ? Impossible à dire pour l'instant, nous devons nous dissimuler. » D'un geste vif, le guerrier guida Danseuse d'étoiles hors du sentier à peine tracé qu'il suivait, s'enfonçant dans l'épaisseur de la forêt, là où les sous-bois se faisaient plus denses. Avisant un fourré impénétrable, il aida Élise à mettre pied à terre et les entraîna, elle et le poney, au cœur de la végétation protectrice. « Reste immobile, » chuchota-t-il, posant une main rassurante sur son épaule. Quelques minutes plus tard, le martèlement des sabots et les éclats de voix d'hommes brisèrent le silence des bois.
À travers les interstices du feuillage, Élise distingua plusieurs cavaliers passant sur le chemin qu'ils venaient de quitter. Une bouffée de terreur la saisit lorsqu'elle reconnut son père parmi eux, le visage figé dans cette expression dure qu'elle ne connaissait que trop bien. « Nous aurions dû trouver une trace d'eux à l'heure qu'il est », lançait l'un des hommes. « Tu es sûr qu'elle n'a pas simplement filé toute seule, Jacques ?»« Et pour aller où ?» répliqua son père avec hargne. « Non, je vous le dis, j'ai vu des traces indiennes autour de la cabane. Ces sauvages l'ont enlevée, et je compte bien le leur faire payer. » Élise sentit la main de Fauconvif se resserrer légèrement sur son épaule, mais lorsqu'elle leva les yeux vers lui, son visage demeurait de marbre. « Allons vers le comptoir commercial, » suggéra un autre cavalier. « On verra si quelqu'un a aperçu quelque chose là-bas. » La troupe poursuivit sa route, leur voix s'estompant peu à peu dans le lointain. Ce n'est que lorsqu'ils furent totalement hors de vue que Fauconvif relâcha sa posture de guet. « Ils vont là où nous allons, » dit-il d'un ton grave. « Cela complique les choses. »« Que fait-on maintenant » demanda Élise, encore tremblante d'avoir vu son père si près. Fauconvif réfléchit un instant. « Nous prenons un autre chemin, plus long mais plus sûr. Ils s'attendent à ce que nous utilisions la piste principale. » Fort de sa connaissance intime du terrain, le guerrier les guida à travers un itinéraire détourné, traversant des ruisseaux pour effacer leurs traces et utilisant le relief naturel pour masquer leur progression. Alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, Élise aperçut une colonne de fumée s'élever au loin. « Le comptoir », confirma Fauconvif. « Mais nous devons attendre la nuit noire. Ton père et ses amis sont là-bas. » Ils établirent un campement sommaire dans un creux abrité et partagèrent les vivres que Chant d'Oiseau avait préparés. Tandis qu'ils mangeaient, Élise remarqua que les yeux du guerrier ne cessaient de balayer les environs, à l'affût du moindre danger. « Avez-vous peur ?» lui demanda-t-elle soudain. Fauconvif la regarda avec surprise. Puis ses traits s'adoucirent. « Un guerrier connaît la peur, petite, mais il ne la laisse pas dicter ses actes. La peur est comme le vent. Elle peut te pousser loin du danger, mais si elle souffle trop fort, elle peut t'égarer dans la mauvaise direction. » Lorsque l'obscurité fut complète, Fauconvif exposa son plan. « Je vais t'emmener près du comptoir. Il y a une petite masure derrière le bâtiment principal où vit la famille Guillaume. Tu iras seul à la porte arrière et tu demanderas de l'aide. Dis-leur que je suis dans les arbres s'ils souhaitent me parler. »« Et si mon père est encore là ?» s'inquiéta Élise. « J'ai observé. La plupart des cavaliers sont partis avant le coucher du soleil. Seuls 2 chevaux restent attachés devant. Nous devons parier que ton père a continué ses recherches ailleurs. » Sous le couvert de la nuit, ils s'approchèrent du comptoir avec une prudence de loup. De la lumière s'échappait des fenêtres du bâtiment principal et de la petite maison à l'arrière. À la lisière de la clairière, Fauconvif s'arrêta. « C'est ici que nos chemins se séparent pour l'instant, » dit-il, en s'agenouillant à sa hauteur. « Souviens-toi de ce que tu dois dire au Guillaume. » Élise hocha la tête, soudain réticente à quitter la présence protectrice du guerrier. « Et s'il refuse de m'aider ? Alors reviens ici. J'attendrai jusqu'au lever de la lune. Si tu ne reviens pas, je saurai que tu es en sécurité avec eux. » Sur une impulsion, Élise jeta ses bras autour du cou de Fauconvif. Après un instant de surprise, il lui rendit son étreinte avec maladresse mais douceur. « Sois courageuse, petite, » murmura-t-il, comme l'aigle qui vole au-dessus de l'orage. Prenant une profonde inspiration, Élise sortit de l'ombre de la forêt et se dirigea vers la lumière accueillante de la cabane. Son cœur cognait contre ses côtes à mesure qu'elle avançait. Chaque pas l'éloignait de la protection de Fauconvif et la rapprochait d'un accueil incertain. La lueur chaude des fenêtres se déversait sur le sol devant elle, à la fois invitante et intimidante. Des voix filtraient de l'intérieur, le rire doux d'une femme, la réponse plus grave d'un homme. Devant la porte, Élise hésita, la main levée, prête à frapper. Et s'ils la chassaient ? S'ils appelaient son père sur le champ ? La tentation de fuir pour retourner aux côtés de Fauconvif était presque irrésistible, mais le souvenir de ses paroles la stabilisa. Comme l'aigle au-dessus de l'orage. Elle frappa. Les voix à l'intérieur se turent, suivies par des bruits de pas.
La porte s'ouvrit sur une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique. Son expression passa de la curiosité polie à l'inquiétude en découvrant la fillette échevelée sur son seuil. « Grand Dieu, mon enfant, que fais-tu dehors seul à cette heure ?» demanda-t-elle immédiatement en ouvrant la porte plus grand. « S'il vous plaît, madame, commença Élise, les mots préparés sortant dans un flot précipité. Je m'appelle Élise Mercier, j'ai besoin d'aide. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent de reconnaissance. « Mercier ? Es-tu la fille de Jacques, celle que tout le monde cherche ?» Élise hocha nerveusement la tête. « Oui, madame, mais je n'ai pas été enlevée comme ils le disent. Je me suis enfuie parce que... » Sa voix se brisa et elle frotta inconsciemment la marque qui s'effaçait sur son bras. Une lueur de compréhension traversa le regard de la femme. « Entrez, mon enfant. Je suis Sarah Guillaume. Mon mari, Thomas, est ici aussi. Vous serez en sécurité avec nous le temps de tirer cette affaire au clair. » Élise pénétra dans la chaleur de la cabane, accueillie par des effluves de pain frais et de ragoûts qui lui firent tourner la tête. Un homme se leva de son fauteuil près de l'âtre. Grand, les épaules larges, il portait une barbe poivre et sel et avait le visage tanné de ceux qui vivent au grand air. « Thomas, » annonça Sarah, « voici Élise Mercier. » Les sourcils broussailleux de l'homme se levèrent de surprise. « La fille de Jacques ? Celle que les Indiens auraient enlevée ? » « Je n'ai pas été enlevée, monsieur, » affirma Élise, puisant du courage dans l'attitude non menaçante du couple. « Je me suis enfuie après que mon père... » Elle hésita, sa voix se faisant plus petite. « Après qu'il m'ait encore frappée. Je me suis perdue dans les bois et un guerrier de la tribu des Ombres, Faucon Vif, m'a trouvée. Lui et sa famille ont pris soin de moi. » Thomas et Sarah échangèrent un regard lourd de sens. « Où est ce Faucon Vif à présent ?» demanda Thomas. « Il attend à la lisière des arbres, » répondit Élise. « Il a dit qu'il resterait jusqu'au lever de la lune, au cas où vous voudriez lui parler. » Thomas hocha la tête, pensif. « Je le connais. Il est venu faire du troc ici maintes fois. C'est un homme d'honneur. » Il se tourna vers son épouse. « Sarah, donne à manger à la petite pendant que je vais m'entretenir avec lui. » Tandis que Thomas enfilait son épais manteau, Sarah guida Élise vers la table et posa un bol fumant devant elle. « Mange, ma chérie, tu as l'air affamée. » Élise ne réalisa l'ampleur de sa faim qu'au moment où la première cuillerée toucha ses lèvres. Pendant qu'elle mangeait, Sarah l'encouragea doucement à raconter son évasion et son séjour parmi le peuple des Ombres. « Ton père est passé par ici plus tôt aujourd'hui, » confia Sarah une fois qu'Élise eut terminé. Il était accompagné de plusieurs hommes, tous armés de fusils, proférant des menaces contre les tribus. La plupart des gens d'ici savent qu'il ne faut pas croire ces mensonges, mais la peur et les vieux préjugés ont la vie dure. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Élise avec angoisse. « Je ne peux pas retourner chez lui, Madame Guillaume. Je ne peux pas. » Le visage de Sarah exprimait une sympathie mêlée de trouble. « C'est une situation délicate, mon enfant. La loi donne tous les droits à un père sur sa fille, même quand... » Elle ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. La porte s'ouvrit alors et Thomas revint, accompagné de Faucon Vif. Élise ressentit un immense soulagement en revoyant le guerrier. Bien que son visage restât impassible, ses yeux s'adoucirent en croisant les siens. « Faucon Vif m'a donné sa version des faits, » déclara Thomas en suspendant son manteau. « Elle concorde avec la tienne, Élise. Il m'a aussi informé que son peuple s'enfonce plus profondément dans les montagnes pour éviter le conflit. »« Le danger grandit, » ajouta Faucon Vif de sa voix grave. « D'autres hommes rejoignent les recherches. Ils parlent de vengeance contre mon sang. » Thomas soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux. « Cela pourrait mal tourner très vite. Jacques Mercier a de l'influence dans la région. Il a l'oreille du gouverneur territorial. » « Nous ne pouvons pas renvoyer Élise à cet homme, » trancha Sarah fermement. « Pas après ce qu'elle nous a raconté. »« Je suis d'accord, » répondit Thomas. « Mais la cacher ici nous place dans une position illégale difficile. » Faucon Vif prit la parole. « J'ai une proposition.
La sœur de ma mère vit avec une bande de notre peuple près de la frontière du Nord, loin d'ici. Élise pourrait y aller jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. C'est un voyage long et périlleux, objecta Thomas avec scepticisme. Je la guiderai, répondit simplement le guerrier. Je donne ma parole qu'elle arriverait saine et sauve. Élise regarda les adultes tour à tour, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Je pourrais aller avec Faucon Vif, dit-elle avec ferveur. Il m'a protégée, je lui fais confiance. L'expression de Sarah se voila de peine. Élise, ma chérie, ce n'est pas si simple. Fuir vers le territoire indien, cela serait perçu comme un enlèvement. Faucon Vif et son peuple pourraient subir de terribles représailles s'ils étaient découverts. Il y a peut-être une autre voie, avança Thomas lentement. J'ai une sœur à Saint-Louis. Elle et son mari n'ont pas d'enfants. Dans leurs lettres, ils ont souvent parlé d'adoption. Il se tourna vers Élise. Cela signifierait tout quitter, partir très loin. Mais tu serais avec des gens de bien qui prendraient soin de toi comme il se doit. Élise réfléchit. Mon père pourrait-il me retrouver là-bas ? Saint-Louis est à des semaines de voyage du territoire du Montana, répondit Thomas. Et nous ne dirons à personne où tu es allé. Pas même s'il pose la question directement, approuva Faucon Vif d'un signe de tête. C'est une bonne solution. Mais comment peut-elle s'y rendre sans risque ? Son père surveille les routes. Le chariot de ravitaillement mensuel part pour le port fluvial demain, expliqua Thomas. De là, tu pourras prendre un vapeur jusqu'à la ville. Ma sœur Marthe vit juste en périphérie. J'irai, décida Élise. N'importe quoi vaut mieux que de retourner là-bas. C'est décidé alors, conclut Sarah, bien que l'inquiétude marquât encore ses traits. Tu resteras ici cette nuit et nous organiserons tout pour demain. Tandis que les adultes discutaient des détails, Élise sentit l'épuisement la gagner. Les événements des 2 derniers jours l'avaient vidée. Sarah remarqua ses paupières lourdes et prépara un petit lit de camp près du feu. Avant qu'elle ne se couche, Faucon Vif s'approcha d'elle. « Je dois retourner auprès des miens, dit-il. Ils m'attendent pour poursuivre notre route vers le nord. » Un pincement au cœur saisit Élise. « Est-ce que je vous reverrai un jour ?» Le masque stoïque du guerrier se fendit d'un sourire mélancolique. « Les chemins de nos vies sont comme des rivières, petite. Parfois ils se séparent, mais beaucoup trouvent le moyen de se rejoindre plus loin, en aval. » De son cou, il retira une petite bourse en cuir, semblable à celle que Chant d'Oiseau lui avait offerte. « Ceci contient une médecine sacrée. Elle te protégera durant ton voyage. » Élise accepta le présent avec révérence. « Merci de m'avoir sauvé. Je ne vous oublierai jamais, ni vous, ni votre peuple. » Faucon Vif posa doucement sa main sur la tête de l'enfant. « Tu as le cœur d'un guerrier, Élise Mercier. Souviens-toi de cela quand les temps seront difficiles. » Après le départ de Faucon Vif, Élise sombra dans un sommeil profond, le contre-coup émotionnel et physique de son épreuve la rattrapant. Elle rêva de plaines ouvertes et de montagnes, de tipis et de plumes d'aigle, et d'un brave qui avait tout risqué pour aider une enfant qui n'était pas de son sang. Le matin arriva dans un tourbillon d'activités. Thomas avait tout arrangé avec le conducteur du chariot, un homme bourru mais au grand cœur, nommé Henri, qui lui devait plusieurs faveurs. Sarah prépara des vivres pour le voyage et remit à Élise un petit baluchon d'objets pratiques, un châle chaud, une brosse à cheveux et un carnet avec un crayon. « Pour écrire tes pensées, expliqua-t-elle. Parfois, cela aide quand le cœur est lourd. » En attendant le chariot, Thomas tendit à Élise une lettre cachetée. « C'est pour ma sœur Marthe, tout y est expliqué. » Il lui donna également une petite bourse teintant de pièces. « De quoi payer ton passage jusqu'à Saint-Louis et un peu plus pour les imprévus. » Le bruit des roues annonça l'arrivée d'Henri. Le cœur d'Élise battait la chamade, mélange de peur et d'excitation. C'était réel. Elle laissait derrière elle tout ce qu'elle avait toujours connu. « Et si mon père arrête le chariot ?» demanda-t-elle anxieusement. « Henri sait qu'il doit éviter les routes principales, » l'assura Thomas. « Et tu seras caché sous la bâche jusqu'à ce que vous soyez loin de Ruisseau Vert. » Sarah s'agenouilla pour étreindre Élise.
Sois courageuse, mon enfant. Écris-nous quand tu seras installée chez Marthe, que nous sachions que tu es en sécurité. Je le ferai, promit Élise. Merci à tous les deux de m'avoir cru. Thomas aida Élise à monter dans le chariot où Henri avait aménagé une cachette parmi les marchandises. Bon voyage, Élise Mercier, dit-il en lui serrant la main. Puisse ta nouvelle vie t'apporter le bonheur que tu mérites. Alors que le chariot s'ébranlait, Élise jeta un coup d'œil par une fente de la toile. Le comptoir commercial rapetissait au loin, et au-delà, les montagnes où Faucon Vif et les siens voyageaient vers leur nouveau foyer se dressaient, majestueuses. Elle toucha le sachet médecine autour de son cou, puisant du réconfort dans sa présence. Le chemin à venir était incertain, rempli de défis qu'elle pouvait à peine imaginer. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était aussi porteur d'espoir. Élise Mercier avait découvert en elle une force insoupçonnée. Un courage né de l'adversité et nourri par la bonté d'amis improbables. Elle repensa aux mots de Faucon Vif. « Tu as le cœur d'un guerrier ». Tandis que le chariot roulait vers son avenir, Élise fit le serment silencieux d'être à la hauteur de ses paroles, quoi qu'il advienne. Des jours plus tard, alors que le bateau à vapeur l'emportait sur le grand fleuve vers sa nouvelle vie, Élise se tenait au bastingage, regardant le paysage grandiose se dérouler devant elle. Un aigle planait au-dessus des eaux, chevauchant les courants avec une grâce sans effort. Elle se remémora les derniers mots de Faucon Vif. « Sois courageuse, comme l'aigle qui vole au-dessus de l'orage. » Et à cet instant, le vent dans les cheveux et l'horizon immense devant elle, Élise sut qu'elle le serait.